Auditrices, chers auditeurs, nous sommes vendredi le 9 mai et je vous rappelle que vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM avec votre émission, une émission de Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, lors de notre dernière émission, nous avons évoqué la mort de Monsieur Farshad, l'itinérant qui a été abattu le 6 janvier 2012 à la station de métro Bonaventure, alors que nous avons suivi dans les heures qui ont précédé cette tragédie une couverture médiatique assez explosante qui s'est écartée complètement des motifs et des raisons qui ont amené à cette mort un peu trop rapide, trop inutile, fortement gratuite et sans justification convaincante pour aller nous faire un compte rendu du problème de l'itinérance à Montréal. Alors, cette vague médiatique nous a toutes citées, elle nous a tous cités exactement, mais sauf les circonstances de la mort de Monsieur Farshad. Alors, c'est un homme qui vivait parmi nous, cet homme qui a trouvé la mort abattu le 6 janvier 2012 à la station de métro Bonaventure, je le répète, par les agents de la SPVM. Vous devrez comprendre, chères auditrices, chers auditeurs, que sur la scène, il y avait des caméras de surveillance de la STM, la Société du transport de Montréal, et malgré ce moyen fort important qui a pu dévoiler au public les dernières minutes, dernières secondes de la vie de cette victime, les autorités ont refusé de faire circuler sur nos écrans cette immense preuve, les images captées par les caméras de surveillance. Une altercation qui a mal tourné, une altercation soldée par la mort d'un homme qui est ni le premier ni le dernier dans ce feuilleton interminable. Comment l'abus du pouvoir, l'abus de l'autorité tue à la légère, comment l'impunité de l'autorité dégrade notre société au plus bas niveau. Alors nous l'avons dit et nous le répétons que dans les heures et les jours qui ont précédé la mort de cet homme, cet itinérant, les médias se sont investis sur tout sauf, bien sûr, la vie et la mort de cet homme. Une question de détourner, bien sûr, le regard de la population vers d'autres horizons qui n'ont en vérité très peu, je dis bien très peu de lien avec la mort de cette victime. Alors, comme c'est toujours le cas, notre corps de police s'est chargé de cette enquête. La sécurité publique, section des crimes majeurs, ont pris la charge d'analyser et d'enquêter sur cette mort. Et dernièrement, après 2 ans de temps écoulés après la tragédie, une enquête dans le plus grand secret, dans le plus grand silence, la SQ a transmis son rapport à un procureur de la Couronne qui a décidé de ne pas porter d'accusation contre le policier impliqué directement dans la mort de cet homme. Alors qu'il n'y a rien de nouveau dans une telle décision, rien de différent. Qu'est-ce que vous attendez d'un policier qui enquête sur un autre policier? Bref, la décision de ne pas porter d'accusation nous a poignardé, mais le pire, c'est de voir le silence des médias, un silence complice, un silence de plomb, un silence honteux. Nous n'avons pas eu accès, chères auditrices, chers auditeurs, en tant que public, à aucune preuve dans ce dossier. Et le plus injuste, à notre avis, c'est que les médias n'ont pas voulu nous en parler de cette décision qui vient de tomber, dernièrement, aucune accusation contre les policiers qui ont abattu la victime, Monsieur Farshad, le 6 janvier 2012 à la station du métro Bonaventure. Alors, la grande question qui nous revient à l'esprit, est-ce vraiment le traitement réservé par le système pour tous et celles qui sont vulnérables de nos sociétés? Est-ce que ces gens ne sont pas des personnes entières et de ce fait, ils ne méritent ni une justice équitable et encore moins une considération à la hauteur de l'être humain? Voilà pour ceux qui disent que le Québec est une société de droit et de justice, de leur dire, alors je le dis, c'est faux. Et la distance à ce point demeure incalculable. Voilà, c'était un court résumé de cette nouvelle décision de ne pas porter d'aucune accusation contre les 2 policiers qui ont fait feu sur M. Farshad le 6 janvier 2012 à la station du métro Bonaventure. Alors, vous ne devrez jamais, chers auditeurs, chères auditrices, oublier la mort de cet homme, la mort de M. Farshad, la mort de cet itinérant. Vous ne devrez jamais oublier que nous avons été écartés et pourtant, nous avons le droit de connaître au moins les circonstances de cette mort. Et je dirais bien, les circonstances de la mort de M. Farshad devient un intérêt public. Maintenant, nous avons
également, lors de notre dernière émission, entendu le témoignage de M. Réal Baudouin, donc c'est un autre registre, un citoyen de l'Abitibi qui travaillait à son propre compte, un entrepreneur qui avait à ses charges des employés, un homme qui n'a jamais eu de problème avec la justice, un vrai et pur et dur travailleur qui vivait d'ailleurs très bien, mais un jour il y a eu un accident non fautif d'ailleurs qui a fait de lui un handicapé. Essentiellement, je dis bien, essentiellement le côté droit de son visage était défoncé et ajusté par des plaques pour retrouver la forme de son visage sans avoir malheureusement l'usage complet de la parole. Alors ce monsieur-là, il avait d'autres blessures, notamment des côtes brisées, un poumon perforé, quelques d'autres fractures. Bref, l'homme bascule soudainement dans un autre état, non prévu bien sûr, comme il arrive souvent à plusieurs d'entre nous. Maintenant, pourquoi ce type-là avait insisté de venir vous raconter son malheur? La raison était un peu complexe. Il ne reproche rien à l'accident malgré qu'il n'était pas fautif. Comme je l'avais bien dit, cela peut arriver à toute personne, mais il reproche plutôt d'être humilié par le système et par l'abus du pouvoir qui ne l'a jamais considéré comme une personne qui, par son titre de citoyen, devra être respecté, voire dans une société comme la nôtre. Alors, pour les 2 ans qui ont suivi l'accident, monsieur avait reçu environ $1,000 de la CSST. Selon cette victime, cette somme ne l'a pas aidé du tout. Alors maintenant, son incapacité totale de travailler l'a jeté, bien sûr, dans la plus grande précarité jamais vécue, où il était obligé, dans cette descente à l'enfer, de tourner vers les poubelles, et je dirais bien même vers des enquêtes de bouteilles, de canettes, pour bien sûr pour arrondir le mois. La précarité était difficilement digérée, mais l'humiliation, chères auditrices, chers auditeurs, l'abus du pouvoir dont il était victime l'ont effondré au point d'avoir tenté de mettre fin à sa vie à plusieurs reprises. Alors des policiers, vu son état et son handicap, le prenaient pour un ivrogne et le traitement est tellement dégradant, humiliant, qui le pousse, comme beaucoup d'autres dans notre société, à s'interroger sur la valeur de l'existence elle-même. L'humiliation par l'abus du pouvoir est un calvaire, je dis bien, c'est un calvaire qu'on ne souhaite à personne. Alors, c'était en quelques mots le résumé de notre dernière émission et on passe directement à celle d'aujourd'hui, l'AC. L'AC, je parle de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, avec ses 70 000 membres, elle s'investit dans la vie politique et devient, depuis sa sortie en particulier de 2012, un acteur assez important qui a peut à tout moment renverser, je dis bien, qui a pu renverser ou faire pour le moins une différence dans notre société. Alors voilà pourquoi cette association se trouve finalement et en permanence dans la mire de la surveillance de l'État. L'association défend les services publics, dénonce les dérapages du gouvernement, milite essentiellement pour un système d'éducation gratuite et publique, accessible et libre de toute discrimination. Bref, un mouvement qui prend position face à des enjeux de société. Alors l'escalade de la brutalité policière et le traitement réservé à ses membres nous oblige de poser la question: est-ce que c'est de l'intimidation du pouvoir envers ce mouvement pour le faire taire ou bien des tentatives afin de le décréditer aux yeux de la population? Plusieurs questions se posent d'elles-mêmes, alors nous allons tenter de rejoindre le porte-parole de l'association pour avoir la réaction. Dans un second lieu, nous avons tous suivi cette nouvelle accusation qui a fait les manchettes des journaux, l'accusation du blogueur Gaby Roy, qui a été accusé cette semaine d'agression sexuelle sur une mineure. Nous aurons le droit à un témoignage semblable à cette histoire, seulement la victime cette fois, c'est une personne qui n'a pas les moyens pour se défendre. Il était acquitté d'une telle accusation en première instance, mais rattrapé par la cour d'appel qui le déclare coupable. Le problème, c'est qu'il maintient son innocence. Il reproche qu'il n'avait pas trouvé aucun avocat qui a voulu le représenter parce qu'il n'a pas les moyens pour ce faire. Les avocats de l'aide juridique trouvent le dossier lourd et pas assez payant, alors ils l'ont refusé. Maintenant, et je dis bien s'il ne restera suffisamment de temps à la dernière minute de cette émission, l'article 810 du Code criminel, une pilule assez facile que la plupart des avocats de l'aide juridique la font avaler en douceur à leur clientèle, une question d'abréger le temps et gagner de l'argent sans le moindre effort. Et pourtant, chères auditrices, chers auditeurs, signer le 810 est un plaidoyer de culpabilité. Comment accepter de plaider coupable alors que vous ne l'êtes pas? Quel est l'enjeu derrière ça? Chères auditrices, chers auditeurs, je vous laisse avec cette question. Moment de réflexion. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni,
président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, je dis bien qui fait soi-disant la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer la rabie du pouvoir. Tous les vendredis de la semaine, nous sommes sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Si vous êtes victime ou témoin d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité ou d'une injustice ici au Québec et vous souhaitez dénoncer le tout, nous sommes là pour vous céder la parole. Alors, nous attendons vos appels au 514-273-4302. Je répète, 514-273-4302 ou bien nous écrire à info@commercialmage-québec.com. Chers auditrices, chers auditeurs, demeurez à l'écoute à notre programme de dénonciation. C'est une émission formidable sur les problèmes de société où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison méritée, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un félouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baff obscène est à la lune. Oui, bonjour. Allô? Oui.
Oui, bonjour. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, j'ai avec moi sur la ligne Monsieur Justin Arcan. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, vous êtes porte-parole de l'AC? Oui, exactement, l'Association d'égalité syndicale étudiante. Voilà. Alors, Monsieur Arcan, directement, juste pour, j'aimerais bien savoir, pour ce mois-là de mai, là, vous avez organisé combien de manifestations? En fait, on a appuyé la manifestation, les manifestations en fait du 1er mai dans le cadre de la Journée des travailleurs et des travailleuses et la manifestation organisée par la CLAC, la Convergence des luttes anticapitalistes, et la manifestation syndicale. Et nous avons en lien avec le COBP, le collectif opposé à la brutalité policière, oui. Nous avons organisé un rassemblement qui s'est tenu le 7 mai, donc cette semaine, mercredi, contre la brutalité et la répression policière, puisque, dans les derniers mois, à travers les différentes actions, les différentes manifestations, on a vu énormément, certains cas ont été très médiatisés, on a vu énormément de répression policière et, on sentait le besoin d'organiser un rassemblement qui dénonçait cette brutalité, cette répression et qui donnait finalement la parole aux différents citoyens, aux étudiants, aux étudiantes pour traiter du sujet, en fait. Oui, mais M. Arcan, c'est bien dit, étudiants, étudiantes. Et bien sûr, vous, en tant que association, vous n'avez jamais dévoilé l'itinérant aux autorités policières. Vous n'allez pas le faire? Non, okay. En fait, c'est la position de l'organisation pour l'instant, en fait, là. Oui. Mais c'est très simple, en fait, là. L'idée, c'est que le droit de manifester est enchâssé dans la Charte des droits et libertés. Et pour nous, il n'y a pas de condition à ce droit-là. On devrait avoir le droit de manifester sans nécessairement dévoiler notre itinéraire. Et le fait de demander comme ça l'itinéraire, le fait de demander à ce qu'il y ait un chemin, un trajet dévoilé, ce que ça pose un peu comme condition, c'est nécessairement il faut qu'il y ait un organisateur ou une organisatrice à cette manifestation-là. Et ça met un peu de côté l'idée d'une action fait un peu sur le coup. C'est pas nécessairement toutes les manifestations qui sont prévues d'avance. Certaines manifestations, certains rassemblements sont un petit peu plus sont faits sur le coup et ils n'ont pas nécessairement de trajet déjà fait d'avance. Donc, ça brime un peu le droit à ce genre de manifestation. Monsieur Arcan, est-ce que pensez-vous, si un jour même vous dévoilez ou transmettre même votre itinéraire aux autorités, est-ce que pensez-vous que le traitement va changer envers vous? On parle de la S et la LAC, là. Ben, c'est une bonne question. Nous, on a franchement l'impression qu'il y a un profilage qui se fait autour de certaines actions, certaines manifestations, dépendamment de l'organisation qui met sur pied cette manifestation. On l'a vu là, le 1er mai dernier, ça a été un bon exemple. Exactement. 2 manifestations qui rentraient dans le même cadre, c'est-à-dire la fête des travailleurs et travailleuses, et d'un côté, la manifestation de la CLAC, la manifestation qu'on nomme plus anticapitaliste, fait réprimer grandement plusieurs arrestations de masse, alors que l'autre, du côté syndical, aucune arrestation. Donc, il y a un problème de profilage qu'on voit. Il y a aucune raison pourquoi une des deux aurait pu être réprimée plus que l'autre, alors que celle qui a été le plus réprimée n'avait même pas eu le temps de partir. Donc, il y avait eu aucun problème de causé par cette manifestation-là. Donc, c'est un problème de profilage et c'est ce qu'on dénonce, en fait. Il n'y a aucune raison pourquoi on devrait plus réprimer une manifestation plus qu'une autre à cause du groupe qui l'organise finalement. Oui, Monsieur Arcan, selon des communiqués de votre association, bien sûr, ce 1er mai, je parle de ce 1er mai, a été exactement le théâtre de la démesure du côté de l'SPVM et de l'SQ. Alors, vous parlez d'une répression policière avec au moins 137 arrestations et 5 blessés. Est-ce que vous voyez ça comme un acte d'intimidation de la part de l'autorité, justement parce que vous dérangez?
Oui, c'est difficile à voir que c'est de penser que c'est le contraire. Là, on remarque là en fait là, en tout cas depuis la grève de 2012, exact, une augmentation au niveau de la répression policière, puis pas nécessairement seulement au niveau des arrestations. Il y a énormément d'arrestations depuis 2012. Ouais. C'est démesuré. Ça a été dénoncé aussi par plusieurs organisations, que ce soit la Ligue des droits et libertés, que ce soit Amnesty International, puis même le SPVM a été plusieurs fois dénoncé par l'ONU même. Mais ça va plus loin que ça. Quand on organise des manifestations, c'est une force policière incroyable qui s'intègre dans nos rassemblements. Souvent, ils sont presque autant que les manifestants et les manifestantes. Donc, c'est extrêmement problématique. C'est difficile de croire que c'est pas autre chose que de l'intimidation. Oui. Monsieur Arcon, maintenant, je sais que il y a un problème, ça cause un vrai problème. Maintenant, quels sont les moyens, justement, les mesures de défense que vous proposez afin d'assurer la sécurité de vos membres, notamment devant les tribunaux? Mais en fait, il y a une chose là, c'est nous, on demande. Oui. Policière, on demande à ce qu'il y ait une commission d'enquête publique et indépendante sur la question de la brutalité policière. Ça fait plusieurs années qu'on demande qu'il y ait une enquête de la sorte. Bon, là, pour l'instant, on appuie la Commission populaire sur la répression politique, la CPRP, qui va mettre sur pied cet été, justement, une commission d'enquête sur la question. Mais on demande à ce qu'il y ait des mesures qui soient concrètes sur la question d'enquêter sur le travail des policiers et des policières et que ce travail-là ne soit pas donné à des policiers et des policières comme c'est le cas en ce moment à travers la déontologie policière. Oui. Par rapport aux tribunaux, par rapport au fait qu'il y a plusieurs personnes qui se font arrêter, la C a mis sur pied depuis la grève un comité légal qui est en charge d'amener un support et d'aider les arrêtés, les gens qui vivent la judiciarisation, pour les inciter, parce que quand même c'est une machine qui est pas totalement simple, et aussi amener un support financier. Donc on a un fonds pour les arrêter et on peut amener un support financier à ces gens-là, justement parce que on veut organiser des actions populaires, mais on ne peut pas laisser les gens qui subissent la répression, qui subissent une certaine judiciarisation suite à ces actions-là, toutes seules, pris avec ces problèmes-là, qui peuvent durer plusieurs années. Là. On commence tout juste à voir les comparutions des arrestations de la grève de 2012. Donc c'est très long, ça peut rester longtemps là, avec une personne qui s'est fait arrêter. Mais Monsieur Arcon, juste pour peut-être une dernière question, selon vous, descendre à la rue reste toujours un moyen de pression sur le gouvernement? Oui, tout à fait. En fait, je pense que on a continué à bien le démontrer cette année, malgré la répression. Nous, effectivement, on va continuer à demander que ça cesse. Je pense que on a eu plusieurs exemples là, que la démesure venait en fait du côté de la police. Je peux donner un exemple. Comme on en a entendu beaucoup parler. Là, il y a un homme qui s'est fait brutaliser durant la manifestation du 3 avril dernier. Oui. Il était à vélo, il a subi une charge du SPVM et il est tombé, puis il a passé plusieurs jours à l'hôpital pour contusion, pour plusieurs problèmes. Là. Le monsieur avait quand même plus de 70 ans. Et le SPVM avait déclaré qu'il avait été atteint par un manifestant, une manifestante, alors qu'on a vu très bien sur des vidéos que c'était pas du tout le cas, c'était la faute d'un des policiers qui était là. Je pense que malgré ça, on réussit quand même à mobiliser beaucoup de gens, on réussit à ce que les gens continuent à sortir dans la rue, et c'est une manière finalement de nous donner une tribune. Puis ça, c'est important. La tribune, on l'a quand on se la donne, on l'a pas aussi facilement à travers des grands médias. Donc, il va falloir continuer effectivement à se mobiliser, continuer à sortir dans la rue, faire des actions pour se faire voir et faire et mettre de l'avant finalement nos revendications. Alors voilà, donc merci Monsieur Arcon, merci de votre éclairage et bon courage pour tous les membres. Merci.
Merci à vous. Alors, chère auditrice, chers auditeurs, c'était Justin Arcan, il est porte-parole de l'ASSE, de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Alors, restez à l'écoute, on va faire juste une petite pause musicale, on va revenir avec un autre sujet. C'est pas facile, hein? Voilà, donc bonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Alors maintenant, on va passer à un autre sujet et j'ai directement avec moi en ligne Monsieur Lacroix. Bonjour Monsieur Lacroix. Oui, bonjour. Alors voilà, c'est tout à fait quand même votre histoire, vraiment, elle est... ça soulève le cœur, hein. C'est trop d'injustice selon vous. Donc vous, si on peut résumer un petit peu votre histoire, alors vous parlez dans 2001, vous avez fait la connaissance d'une femme hein, avec laquelle vous avez eu une histoire d'amour, oui. Et qui n'a pas duré très longtemps, hein, 4-5 mois. Et puis, ouais, c'est ça. Puis cette femme-là, ça suivit une rupture. Hein. Alors vous dites aussi que cette femme avait une fille qui a été à l'époque âgée de 10 ans. Oui. Et vous dites aussi que le moment de votre relation avec la mère, la fille vivait au milieu de cette relation, bien sûr. Alors vous agissez un peu comme son père. Est-ce que c'est exact? Bah, pas tout à fait comme son père. Là. J'étais comme un petit peu dans le décor parce que la fille est nécessairement avec sa mère. Là, puis oui. Sa mère s'est toujours occupée d'elle. Donc, moi, j'avais pas à m'occuper d'elle. Là. Mm-hmm. Je comprends, hein, vous n'occupez pas d'elle, mais quand même, des fois, il y avait quand même un certain problème, pas un problème, mais vous avez agi une fois, vous essayez de la corriger parce qu'elle fait des gaffes et des bêtises et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Pouvez-vous nous donner un exemple?
une fois, elle avait volé de l'argent à sa mère, puis je l'ai dévoilé à sa mère, comme de quoi, puis elle a avoué qu'elle avait volé de l'argent à sa mère. Puis elle a toujours menti à sa mère de toutes les façons possibles et impossibles. Oui. Alors, cette fille-là, elle était un peu problématique, hein? Elle avait un problème aussi, hein? Oui, c'est ça. C'était une délinquante, là, qui était dans un centre d'accueil, puis elle a fait quand même plusieurs choses, là, que je sais pas, là. OK. Alors, maintenant, toute chose a une fin. Donc, vous êtes séparés de la mère. Et le problème, c'est quelques années plus tard. J'ai dit vers 2005-2006, si je me trompe pas. Alors, vous recevez la visite de la police qui vous informe que vous êtes en état d'arrestation suite à la dénonciation de la fille en question. C'est-à-dire, elle vous accuse d'agression sexuelle sur une mineure. C'est ça, oui. Alors vous dites que non, je n'ai jamais en aucun moment j'ai agressé cette femme-là et je jette cette fille-là et puis c'est un coup monté. Ben c'est ça, ça s'est jamais produit, donc voilà. Là, la police me demande de venir au poste de police. Moi, je m'informe à mon avocat. Mon avocat me dit, si t'as rien à te reprocher, vas-y. Okay. Fait que je me suis présenté au poste de police pour expliquer la situation, mais ils m'ont jamais cru. Non, c'est pas juste ça, monsieur Lacroix, c'est très important parce que vous allez à la cour de première instance et vous êtes acquitté. Oui, le premier procès, parce que j'ai eu 2 procès. Oui. Le premier procès, j'ai été acquitté. Voilà, vous étiez acquitté. Il y a quand même un juge qui vous a cru. Il vous a donné comme quoi vous étiez acquitté quand même. C'est quand même, c'est assez important. Vous étiez acquitté, mais le procureur ou la procureure de la couronne fait appel. Elle fait appel. Et cette deuxième fois, vous étiez déclaré coupable. Elle fait appel, puis la cour d'appel, eux autres, il y avait 3 choix. Soit qu'ils me mettaient coupable, soit qu'ils me mettaient non coupable, ou qu'ils m'en renvoyaient à un procès. Ils m'ont renvoyé encore un autre procès. C'est ça. Ouais. Fait que j'ai vécu un calvaire pendant 8 ans de temps, puis c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Mais c'est quand même, vous dites, même aujourd'hui, que vous attendez votre sentence, j'imagine, et vous le dites, et vous le réclamez, vous le répétez à plusieurs reprises. D'ailleurs, vous nous avez appelé même, vous appelez de Québec ou de quelle la région de Québec. Ouais. La région de Québec. Alors, vous appelez, vous dites, écoutez, là, je suis innocent. Mais personne n'a pu vous entendre. Mais le plus grand malheur, c'est que vous avez essayé de tenter d'avoir un avocat pour aller en appel, mais il n'y avait aucun avocat qui a voulu vous représenter. Pourquoi? Bon, première chose, mon avocat qui m'a représenté pour le deuxième procès, c'est un jeune étudiant qui sortait de l'école, donc il n'avait aucune expérience de procès, et puis il n'a pas su me défendre convenablement. Voilà. Donc, puis la procureure de la couronne était vraiment hystérique, là, fait qu'elle m'a complètement intimidé en cours, là, et puis c'est sûr que c'est de l'abus de pouvoir tout le long là, de la part de la procureure de la couronne. Et puis là, vu que mon petit jeune avocat n'a pas pu me défendre comme il faut, mais j'ai été déclaré coupable. Voilà, donc manque d'expérience. Mais si, monsieur Lacroix, si vous avez de l'argent, vous avez pu engager un grand avocat et ça a pu... parce que le plus important, quand même, la première instance, vous étiez quand même été reconnu non coupable. Hein? Alors, vous reprochez comme quoi votre défense, ça n'était pas équitable. Non, c'était vraiment pas équitable. La procureure de la couronne, elle avait énormément d'expérience dans le domaine. Elle savait comment aller chercher tous les éléments possibles et impossibles pour me faire me manipuler puis me faire dire ce qu'elle voulait. Donc, j'ai pas pu avoir une défense adéquate. Donc, j'ai voulu aller en appel. Fait que, puis là, mon jeune avocat a pas voulu continuer avec moi. Il m'a laissé tomber carrément. Il a dit, trouve-toi un autre avocat. Moi, je trouve que c'est pas assez payant sous l'aide juridique. Fait que là, je me suis retourné vers au bureau même d'aide juridique de Québec. Puis la seule chose qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y avait un code de déontologie, puis que ça faisait comme un conflit d'intérêts, là. Fait que je pouvais pas avoir un avocat du gouvernement
j'aurais pu me défendre. Fait qu'ils m'ont dit, votant dans les bureaux privés, puis fait que moi, j'ai été au barreau directement, j'ai été chercher la liste de tous les avocats criminels, j'ai épluché toute la liste au complet de tous les avocats aux criminels dans les bureaux privés, puis tous nous répétaient la même chose. Moi, aller en appel, je suis pas intéressé parce que c'est pas assez payant. Alors, M. Lacroix, c'est pas juste assez payant, c'est un appel, et c'est un appel, il faut aller relire toutes les notes, il faut reprendre tout en premier, et c'est tout à fait juste parce que l'aide juridique, ils se trouvent ça un petit peu, pour eux, ça sera tellement long et pas assez payant. C'est ça. Oui. Ils me répètent tout ce que c'est pas assez payant ou ils ont d'autres sortes d'excuses, là, mais ça revient pas mal à ça. C'est pas assez payant sur l'aide juridique. Et à cause de ça, parce que vous n'avez pas la possibilité de payer un avocat, vous n'avez pas les moyens, allez là, vous avez perdu, là. Vous avez perdu et vous risquez d'être en prison aussi non plus. C'est ça. J'attends encore ma sentence, puis je peux faire 1 an, 2 ans de prison, là. Et vous êtes innocent. Pour des choses que j'ai pas faites, là. C'est vraiment de l'injustice pure. C'est un gros calvaire que je vis depuis 8 ans de temps, puis je suis innocent, je vous le répète. Je suis vraiment innocent. Puis personne ne me croit, puis il n'y a personne qui veut prendre ma cause en main. Puis là, je m'en vais vers la catastrophe, parce que je vais vivre encore de l'injustice, encore combien de temps? J'ai vécu l'horreur de l'anxiété, de l'angoisse, et j'ai même pensé au suicide à plusieurs reprises. Oui. Monsieur Jean-Louis Lacroix, je sais que c'est très difficile pour vous, hein, surtout pour quelqu'un qui maintient et qui répète à plusieurs reprises au long de quelques années, plusieurs années, de dire « je suis innocent ». Et avec tout ça, il y a quand même un juge qui s'est prononcé en première instance pour dire « écoutez, là, monsieur, il vous a déclaré non coupable ». Alors pour vous, il est tout à fait clair que, et je le répète aussi, parce que vous n'avez pas les moyens. Hein, vous vivez sur la sociale, c'est ça? Vous avez quand même... vous vivez sur l'aide sociale, vous n'avez pas les moyens, vous ne travaillez pas. Est-ce que vous avez eu déjà un cas judiciaire avant? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec la justice avant? J'avais aucun antécédent judiciaire. Aucun antécédent judiciaire. Aucun antécédent judiciaire. Là, ça a commencé, j'ai commencé à avoir un dossier à cause de ces deux plaintes-là. Cette histoire-là. Alors... j'ai passé dans les TV puis dans les journaux puis ils ont détruit ma réputation. Alors voilà encore, donc ça veut dire que même avant d'être plaidé, d'avoir été d'avoir un procès, là. D'avoir un procès, même avant d'être... Mon premier procès, j'étais jugé. J'ai jugé par les médias. Comme de quoi que j'avais une garderie, puis que je gardais des enfants, puis que j'étais accusé comme... Je me faisais passer, entre autres, comme un pédophile. C'est alors ça. qu'on n'avait pas encore commencé à avoir un enfant à la garderie. C'était pas une garderie, on voulait juste garder 1 ou 2 enfants, parce que justement, j'ai une contrainte de servir à l'emploi, donc je voulais contribuer à la société avec ma copine. Puis eux autres, ils ont découvert ça, là, je sais pas comment, là, ils ont cherché des époux, là, puis là, ils ont vu que je voulais, que eux autres, ils ont pensé que je gardais des enfants depuis des années, puis que là, vu que j'étais accusé par une fille, ben, probablement, pour eux autres, j'agressais toutes les filles que j'avais eues, là, mais je n'avais même pas eu un enfant encore. Oui, monsieur Lacroix, on a bien compris que ces médias-là, je sais qu'ils sont affreux parce que c'est eux, ils ont fait les médias, ils vous ont détruit votre vie finalement. Parce que même avant que le juge, excusez-moi, ils m'ont repassé encore quand ils m'ont déclaré coupable, mais ils m'ont repassé dans le journal de Québec, puis ils m'ont repassé à TVA en plus. Fait que tout le monde pense que je suis pédophile alors que j'en suis pas. Tout le monde passe pour le pire des criminels alors que j'ai voulu aider une mère qui était aveugle. Oui, mais finalement, les médias, ils sont tellement dégueulasses à ce point-là. Comment ils peuvent se prononcer sur quelqu'un, sur la vie de quelqu'un, prendre une décision tellement forte? Parce que juste le fait de dire « Monsieur est accusé d'agression sexuelle », c'est déjà une culpabilité. Oui, c'est ça.
c'est me rendre coupable. Puis non seulement j'ai pas pu avoir d'avocat pour aller en appel, mais j'ai même pas pu avoir un avocat pour aller pour me défendre à ma sentence. Là. Oui. Il a fallu que je paye de mes poches, de mes propres poches, pour avoir un avocate pour me défendre à ma sentence. Là. Alors, tout ça, c'est vraiment, chers auditeurs, vous entendez le témoignage de ce monsieur-là. Alors, il continue de maintenir le fait qu'il est innocent. Alors, parce que l'avocat qu'il a représenté, c'est un avocat qui vient de sortir de l'école du barreau, donc quelqu'un qui a très peu d'expérience. Et sur ce fait-là, même si elle voulait aller en appel, vous avez entendu le monsieur qui disait que, comme quoi, l'aide juridique, les avocats d'aide juridique, vous voyez que c'est un dossier volumineux, donc ils n'étaient pas très intéressés. Et finalement, pour aller vers ses propres moyens, pour défrayer tout cet argent-là, donc il n'a pas les moyens, donc c'est quelqu'un qui est vénérable malheureusement dans la société comme plusieurs d'autres. Alors c'est ça qui va vivre le calvaire justement de vivre probablement qui va même aller en prison. Alors imaginez-vous, c'est très douloureux. Comment vous sentez, Monsieur Lacroix, présentement? Je sais que vous avez fait plusieurs tentatives de suicide et tout. Il n'y a pas d'autre moyen pour vous, pour se défendre? Est-ce que vous étiez allé vers les médias pour leur dire, écoutez, là, vous avez fait fausse route, vous vous trompez, est-ce que vous pouvez avoir ma version? Est-ce que il n'y a aucun média qui vous a invité de parler ou d'écrire un article sur vous? Non, j'ai même, à plusieurs reprises, j'ai écrit à Denis Lévesque pour aller à l'émission. Ça n'intéresse pas? Ils m'ont même pas donné suite à ça. Et puis j'ai écrit à la facture aussi. Ils m'ont pas donné suite non plus. C'est même difficile de dénoncer. J'ai même parlé à un journaliste qui était en cours, puis je voulais dénoncer à quel point ça pouvait être difficile de vivre un calvaire aussi grand que ça. Oui. Puis j'ai dit, mettez pas ma photo le lendemain. Elle dit, non, on mettra pas votre photo le lendemain, mais ma photo, c'est de se retrouver dans le journal le lendemain matin quand même. Et c'est difficile de vivre dans le quartier où vous vivez. Québec, en me disant que j'étais coupable. Alors que je ne suis pas coupable. Je répète, je suis innocent. Oui, c'est drôle. Je suis innocent. Je n'ai jamais fait ces choses-là. Oui. Alors, écoutez, Monsieur Jean-Louis Lacroix, on se dit vraiment merci d'avoir ce courage-là, de porter ce courage-là et de venir publiquement comme ça le dire. Il faut le dire et continuer à le dire, comme quoi vous êtes innocent, malgré qu'il y a une injustice dans votre cas, selon votre témoignage. Alors, tout ce qu'on peut vous dire pour le moment, on vous souhaite un bon courage et puis essayez de communiquer avec nous au bureau. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, même si les choses ils sont un petit peu très très difficiles à ce stade-là. Alors sur ça, je vous souhaite une excellente journée et bon courage, Monsieur Lacroix. Merci, bonne journée. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, restez à l'écoute. On va faire juste une brève... Oui, on va écouter une musique et puis on va revenir. Tango ya likambo ekobetaka tango nyonso valer nango nayebaki te lelo likambo likwelinga zoto mobimba esundoli mpasi nyonso na motema mama ize bonga na lelie. Alors bonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors j'ai avec moi monsieur Jules César Aplogan. Alors c'est un étudiant en 3e cycle à l'Université de Montréal. Vous arrivez de la Suisse, si je ne me trompe pas, de la Suisse, et vous étiez quand même malheureusement, on vous a déjà invité une fois. Oui. Vous étiez victime de quoi? Pouvez-vous nous résumer en quelques mots rapidement? Vous étiez victime de quoi? En fait, j'étais victime d'une vous habitiez dans résidence? Je résidais dans une résidence, voilà, dans une colocation de l'université, de l'université de Montréal, oui. De Montréal, oui. Et avec des étudiants âgés de 18 ou 20 ans à peu près.
Et on avait des problèmes de voisinage en ce qui concerne la maintenance de l'hygiène. Oui. Ça, c'est pas important. Hein. Voilà. Le plus important, c'est que ces jeunes-là, vous étiez avec des étudiants de première cycle, alors que vous avez troisième cycle. Et donc, parce qu'il n'y avait pas de place, ils vous ont mis là. Et vous êtes quand même assez âgé par rapport à ces jeunes-là, hein, trop jeunes. Alors, le comportement. 52 ans, et puis alors, ils avaient 18. Très brièvement, vous rentrez un soir, vous rentrez, vous trouvez sur votre porte des... J'ai trouvé sur ma porte des notes, donc c'est des billets, sur lesquels c'est écrit des mots d'injure. Injure, de racisme. Parce que vous êtes de race noire, de race noire. C'est écrit sale noire, va chez toi. Retourne chez toi, macaque. Alors vous étiez un petit peu... allez voir qui a fait ça, et puis vous trouvez un groupe de jeunes, et parmi ces jeunes-là, il y avait une fille qui a dit, vous l'avez dit, vous avez dit, verbalement, vous l'avez dit, si vous étiez chez nous, vous devrez respecter quelqu'un plus âgé que vous. Tout à fait. C'est ça? Alors, j'ai été la voir pour lui dire pourquoi elle a écrit ces mots racistes, et puis... Envers vous, envers moi, et elle m'a dit, oui, je l'ai écrit parce que je le pense sincèrement. Elle a dit, je le pense sincèrement. Je le pense sincèrement. Tu es noir, tu es nègre, tu es macaque, il faut partir de chez nous. Elle a dit en face. Alors vous êtes révolté un petit peu? Vous êtes révolté? Et puis, il a la voix un peu levée, et puis j'ai dit, bon, écoute, c'est pas poli de ta part. Si on était en Afrique, tu as la chance qu'on est au Québec. Au Québec. Si on était en Afrique, ce que tu viens de dire, vraiment... Vous ne pouvez pas dire ça. On ne peut pas dire ça, c'est irrespectueux. C'est irrespectueux. Vous avez et prendre ce mot-là, si vous étiez en Afrique, vous n'allez pas dire ça. Alors elle court, et puis elle va... Elle court... Elle fait un appel à la police. Elle appelle 911, et la police arrive. Mais vous comprenez pas ici qu'au Québec, si une femme elle fait 911, vous êtes dans le problème. Je ne savais pas du tout ça. Parce que si une femme elle fait 911, mon ami, là, vous êtes dans la merde, comme on dit. Et puis la police est arrivée, voilà. Alors, la police est arrivée. Est-ce que la police ils ont pris votre version? Non, la police ne prenez pas votre version. Elle vient, la police arrive, deux policiers arrivent, et puis la fille leur dit c'est lui, et tout de suite on me menotte. Il fallait juste qu'elle pointe, elle vous pointe le doigt. Oui. Et puis là vous étiez menotté. J'ai été menotté. Et vous n'avez pas eu le temps, ni le droit, ni l'occasion de dire votre version. Pas du tout. Et vous étiez mené directement au poste de police? Non, on m'a pas mené au poste de police, on m'a mené dans la voiture sur le parking de l'université? Non, sur le parking du poste de police. Et vous êtes resté dans la voiture? Poste de police quartier 21. 21, oui. Alors, on m'a amené sur le parking. Et vous ont laissé dans la voiture? Non, ils ont ouvert toutes les quatre portières de la voiture. Et c'était l'hiver, il faisait très très froid. Et j'étais mal habillé, je n'avais pas de veste. Ils ont ouvert les portes, ils ont laissé à l'intérieur? Les quatre portières, et j'étais menotté par derrière, foutu dans la voiture. Combien de temps vous êtes resté comme ça? Alors, je suis resté quand même pendant 1 heure de temps, plus d'1 heure de temps. Vous êtes resté 1 heure de temps dans une voiture alors qu'il faisait très froid, avec les portes du char ouvertes? Voilà. Je n'ai pas été interrogé ni auditionné par qui que ce soit. Mais pourquoi ils vous ont laissé avec la porte ouverte là? Je ne sais pas. J'ai demandé, j'ai réclamé qu'ils viennent, que les agents de police viennent fermer la porte. Mais eux aussi me disent tais-toi, nègre. Bon, alors, la police, ils ont dit ça? Ils m'ont dit ça, et tais-toi, nègre, et puis voilà. Malgré qu'ils sont allés vous chercher quand même dans un campus universitaire, alors ça, vous savez, c'est troublant quand j'entends tout ça. Alors, à un moment donné, ils vous ont conduit... on m'a conduit dans... on appelle ça centre opérationnel. Voilà. Et vous avez passé quand même une nuit là-bas? Alors j'ai passé une nuit, et je n'ai pas été questionné, interrogé, ni interrogé. Est-ce qu'ils vous ont lié vos droits quand vous ont arrêté? Monsieur, vous êtes arrêté pour ça. Est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi? Pas du tout. Donc depuis ils vous ont même pas expliqué pourquoi vous êtes arrêté? Non, même les deux agents qui m'ont arrêté. Avez-vous le nom de ces agents-là? Oui, j'ai le nom, mais je l'ai pas sur moi ici. Mais c'est des agents de la SPVM? Ce sont des agents de la SPVM. Voilà. Et il y a un que je sais qui s'appelle Monsieur Dan, et l'autre s'appelle Sampé ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus vraiment. Mais je sais que vous avez fait une plainte à la déontologie policière, mais vous savez c'est quoi la déontologie policière? C'est une perte de temps pour moi, c'est une perte de temps. Alors, je reviens maintenant, vous passez une nuit,
Et le lendemain, vous êtes présenté devant le tribunal. Alors, je passe une nuit, à 5 heures du matin, il a un monsieur, certainement un enquêteur qui est venu, et il m'a pas auditionné, il m'a dit simplement, on va vous amener devant un juge, et puis c'est le juge qui décidera si vous relâchez ou non. Voilà. Tout ça, ça je comprends. Vous, le plus grand problème, et c'est ce qui vous amène ici, c'est ce fameux 810. Alors vous arrivez, votre avocat, il vous a pas expliqué. Il vous conseille directement de signer le 810. Alors, est-ce que vous a expliqué c'est quoi le 810? Alors d'abord, je précise que quand on m'a amené à la cour, j'étais menotté. Mis dans un... Vous parlez de l'humiliation, c'est ça? Mais ça, c'est dans une cellule. L'avocate est arrivée, c'est une avocate désirée d'office, elle est arrivée. Vous la connaissez même pas, vous n'avez jamais parlé, vous n'avez même pas parlé de votre cas? Du tout. Alors, voilà. Et on m'a présenté devant la cour. Et vous êtes revenu à la cour plus tard, c'est ça? Oui, je suis revenu, j'étais arrivé là-bas à 9h. Je me suis présenté devant la cour à 18h, entre 17h et 18h. J'imagine que vous êtes libéré sur condition? Alors oui, on m'a libéré sur condition, ce qui est humiliant dans ces choses, non seulement que je n'ai pas été auditionné, que personne, ni la police, ni personne, ni le juge, ni la cour, personne n'a entendu ma version. Et devant la cour, j'ai demandé à m'expliquer. On appelle ça la couronne ici. La couronne, au procureur de la couronne. Elle m'a dit non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, vous ne parlez pas. Ça c'est clair. Mais là, vous êtes libéré avec des conditions et tout. Vous êtes revenu à la cour et c'est là où votre procureur, votre avocat qui va vous proposer, monsieur, signe le 810. Voilà. Mais est-ce que vous connaissez c'est quoi le 810? Je n'en ai jamais entendu. Est-ce que vous avez expliqué c'est quoi le 810? Elle m'a dit c'est un arrangement avec la partie adverse et on vous relâche. Donc, comme ça, vous ne ferez pas la prison. Et je dis, qu'est-ce que j'ai fait pour faire la prison? Elle dit, non, mais comme ça, non, monsieur Juge César, j'aimerais bien comprendre, quand vous étiez devant votre avocat, est-ce que votre avocat, il vous a dit, et c'est ça ce que vous m'avez dit, si je ne me trompe pas, est-ce que votre avocat, il vous a dit, vous signez le 810 ou vous allez en prison? Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit deux choses. Vous signez le 810 ou vous retournez en prison. Et si vous retournez en prison, vous n'aurez plus l'assistance juridique, vous n'en aurez plus. Parce qu'on ne peut pas continuer à traîner une affaire. Et il n'y a aucune personne, il n'y a aucune preuve devant la cour comme quoi vous avez menacé qui que ce soit. Au contraire, vous étiez la victime ou vous devenez l'agresseur? Je deviens l'agresseur, j'étais la victime. J'ai les papiers d'injure que ils m'ont donné. Vous avez les preuves en main et tout. Et malgré tout ça, l'avocat, il vous dit tout simplement, écoute, là, il y avait deux choix. Il n'y a pas un troisième choix. Vous signez le 810 ou vous retournez en prison? Vous retournez en prison. Vous avez le choix. C'est la seule. Mais dans votre tête à vous, là, je sais, à ce moment-là, quand vous avez signé le 810, savez-vous que le 810, c'est une culpabilité, là? Le 810, il était, selon l'avocat, elle m'a dit, le 810, c'est que vous ne porterez pas une arme sur vous, vous n'allez pas boire de l'alcool, vous n'allez pas être drogué. Je n'ai jamais bu de l'alcool dans ma vie, je ne bois pas, je ne me suis jamais drogué dans ma vie. Alors, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Voilà ce que c'est que le 810. Et vous gardez la paix pendant un an. Voilà. Mais elle vous a jamais dit que c'était une plaidoyer de culpabilité. Vous plaidez coupable, comme quoi vous l'avez fait. Non, pas du tout. De toute façon, pour la voix même, elle-même, l'avocate, c'était difficile. Elle ne rappelle jamais. Et à la cour, je l'ai vu seulement qu'à la cour. Et quand vous avez appris plus tard, comme quoi le signer le 810, c'était un plaidoyer de culpabilité, ça vous fait comment? Vous êtes quelqu'un intellectuel, vous êtes en troisième, vous êtes quand même au niveau de doctorat, vous êtes quand même, vous avez même enseigné à l'université, mais vous avez pu quand même être vigilant à ce. Oui, vous savez, quel que soit votre titre, quel que soit vos diplômes de docteur, etc. Quand vous êtes devant des situations que vous n'avez pas choisi, et on n'a pas la conscience sur le champ de se rendre compte de ce qui est écrit, de réaliser les choses. On lit des choses. Bon, bref, c'est que il est vrai que ces choses sont passées. J'ai lu certaines choses, mais je viens d'arriver au Canada. Je ne connaissais rien d'ici et je ne pouvais que suivre ce que mon avocate me disait. Donc,
Elle m'a expliqué ce que c'est que le 810. Cette fille, voilà. Ouais. Alors, elle me dit, il faut signer. Moi, d'abord, j'ai refusé que je ne signe pas. Oui. Et j'ai dû même changer d'avocat une seconde fois. Donc, il a eu une grande discussion entre elle et moi. Et pendant un bon moment, je n'avais plus d'avocat. Et si je n'en trouvais pas une autre, c'est que l'aide juridique ne me sera plus donnée. Et tout ça, là, je sais que c'est regrettable et vous n'êtes pas le seul. Il y a des centaines et des centaines de victimes, malheureusement, que leur avocat leur impose de signer le 810 pour en sortir. Mais ils ne savent pas, ces gens-là, quand même, ils ont signé un plaidoyer de culpabilité. Alors, et ça, c'est ce que je me suis rendu compte après, quand j'ai été... Ça a été à refaire, vous allez signer Non, surtout vous avez signé pas du tout. Ça, je ne le referai plus jamais. Et si c'est à refaire, je ne le refais pas. Je préférais même rester en prison. Voilà. Ça, c'est le principe. Voilà. De ne pas accepter d'être injuste. Être accusé de quelque chose que je n'ai pas fait, c'est vraiment humiliant. Vous le regrettez aujourd'hui d'avoir signé? Je le regrette beaucoup. D'avoir signé. Ça. Chères auditrices, chers auditeurs, voilà, on arrive au thème de cette émission. J'aimerais bien remercier tous ceux et celles qui ont participé à cette émission aujourd'hui. Donc, j'aimerais bien aussi remercier notre technicien de son, Miguel, et j'aimerais remercier également la Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cette fenêtre afin que la parole de l'autre existe. À vous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine. Alors voilà, passez une belle journée, passez une très bonne fin de semaine et à la prochaine. Au revoir. Au revoir, merci. C'est une émission formidable sur les problèmes de société où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison méritée, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. Un foyer de découverte musicale et multiculturelle
une formidable scène d'expérimentation pour les créatrices et les créateurs, nous collaborons avec de nombreux organismes, des festivals et des manifestations publiques pour faire connaître les réalisations et les créations des Montréalaises et des Montréalais. Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Un monde différent. Contribuez au maintien de la seule radio communautaire multilingue de Montréal. En donnant maintenant de façon sécuritaire sur radiocentreville.com, vos dons sont déductibles d'impôts. Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville, 102,3 FM, un monde différent. Ici Pierre Lahaye, horticulteur. Je vous invite à écouter mon émission qui s'intitule Une bouffée d'air frais tous les mardis de 13h à 14h. Je vais parler de plantes, de fleurs, de plantes tropicales, exotiques, etc. Et bien entendu, avec un petit concours pour gagner des billets offerts par le Jardin botanique de Montréal. Donc je vous y attends tous les mardis de 13h à 14h. Radio Centre-Ville, 102,3 FM.